Nous allons parler des accidents vasculaires cérébraux dans cette capsule. Comme prérequis, nous vous conseillons de visualiser d'abord l'examen neurologique central, la prise de tension, l'examen des nerfs crâniens et les réflexes ostéotendineux. D'autres capsules pourront être mis en lien avec celle-ci que vous pouvez lire ci-dessous. Donc pour un accident ischémique transitoire, l'ostéopathe doit être capable d'identifier les signes, les symptômes et les éléments du recueil et de l'anamnèse pouvant évoquer ce type de problème. Et dans ce cas, il faudra pouvoir se questionner sur les causes et les facteurs de risque. Alors, il faudra évidemment orienter très rapidement votre patient en cas de doute, hein. Il y a une notion d'urgence thérapeutique, donc il faudra l'envoyer vers un médecin, un service d'urgence, une unité neurovasculaire. L'objectif concernant les AVC constitués par AIC ou hémorragie cérébrale, donc vous devrez être capable, devant une altération d'un état de conscience accompagné d'un déficit focal, de jouer votre rôle d'alerte et d'orientation vers un médecin, un service d'urgence, une unité neurovasculaire. Il faudra vous questionner sur les causes et les facteurs de risque et vous pourrez réaliser un examen permettant de mettre tout de suite en évidence un éventuel syndrome pyramidal, un syndrome vestibulaire, un syndrome cérébelleux, un déficit visuel, comme une cécité monoculaire ou une hémianopsie latérale homonyme. Voilà. Il pourrait y avoir aussi des troubles de la parole, un déficit des nerfs crâniens. Alors les AVC, quelques généralités. Donc il faut savoir, on va parler un peu de fréquence, il faut savoir que les accidents ischémiques cérébraux sont beaucoup plus fréquents que les accidents hémorragiques cérébraux, 80% des cas pour les AIC. En ce qui concerne les hémorragies cérébrales, donc 75% des cas, ce seront des hémorragies intra-parenchymateuses, et dans 25% des cas, on aura une hémorragie sous-arachnoïdienne qui est liée à une rupture d'anévrisme. Au sein des accidents ischémiques cérébraux, on va distinguer donc les accidents ischémiques cérébraux constitués, qui correspondent à la constitution d'un véritable infarctus cérébral, et on va avoir donc des accidents ischémiques transitoires, des AIT, qui correspondent à un dysfonctionnement neurologique en relation avec une ischémie focale, cérébrale ou rétinienne, mais de durée très brève. Alors, les AIT, donc les accidents ischémiques transitoires, quelques définitions et généralités. Donc, il faut savoir que c'est un épisode qui est bref, de dysfonctionnement neurologique lié à une ischémie focale, cérébrale ou rétinienne, dont les symptômes cliniques durent typiquement moins d'une heure, sans qu'il y ait la preuve d'un infarctus aigu. Alors 30% des AIC, des infarctus, des accidents ischémiques cérébraux constitués, sont précédés d'un AIT, d'un accident ischémique transitoire. Dans la quasi-totalité des cas, le mécanisme est thromboembolique. 25% des patients ayant eu un AIT auront dans les 5 ans un infarctus cérébral. Pendant les 3 premiers mois, un infarctus cérébral survient dans environ 10% des cas et dans la moitié des cas, l'infarctus survient dans les 48 premières heures. La plupart des AIT sont liés à de l'athérome. Donc l'AIT représente une véritable urgence thérapeutique. Dès qu'on a une suspicion d'AIT, le patient doit être renvoyé vers un service d'urgence pour réaliser par exemple une imagerie cérébrale, éventuellement qui puisse prendre des anticoagulants. Alors, les signes cliniques d'un AIT, donc ils vont dépendre du territoire. Dans le territoire carotidien, on aura des troubles visuels, une cécité monoculaire, par exemple transitoire. On peut avoir des troubles du langage, un trouble moteur, un déficit moteur unilatéral, une hémiplégie, une hémiparésie. On peut avoir des troubles sensitifs aussi avec une hémianesthésie. Dans le territoire vertébro-basilaire, écoutez, on peut avoir des troubles de la conduction, les troubles plutôt de la conduction neurologique vont nous donner un déficit moteur ou sensitif qui sera bilatéral, un déficit bilatéral des membres inférieurs avec un dérobement des jambes, dit drop attack. On peut avoir des troubles cérébelleux, donc une ataxie cérébelleuse, des troubles de l'équilibre qui peuvent entraîner une dysarthrie. On peut avoir donc des troubles vestibulaires, des vertiges, des troubles des nerfs crâniens, une diplopie, une dysphagie. On peut avoir aussi des troubles visuels avec une hémianopsie latérale homonyme. Alors pour les accidents ischémiques constitués, il s'agit de la constitution d'un véritable infarctus cérébral dans le territoire artériel correspondant. Le diagnostic
clinique d'AIC ou infarctus cérébral donc, est évoquée devant la constitution brutale d'un déficit neurologique focal dont la systématisation correspond à un territoire artériel. L'AIC de l'artère sylvienne est la plus fréquente dans 80% des cas des AIC. Alors, le déficit peut être maximum d'emblée ou se compléter progressivement par à-coups, on dit en marche d'escalier ou de façon rapidement progressive. Alors, on distingue une phase d'état, la phase de récupération et la phase séquelaire. Un AIC peut entraîner, en termes de séquelles, un véritable syndrome pyramidal, un syndrome cérébelleux, un syndrome vestibulaire central, une atteinte centrale des nerfs crâniens. Alors, les séquelles fonctionnelles sont la règle en cas de survie. Le délai de prise en charge, moins de 6 heures par un service spécialisé, conditionne très très largement le pronostic fonctionnel et vital, d'où cette réorientation qui doit être la plus rapide possible. Alors, la céphalée qui accompagne les AIC, on peut avoir des céphalées parfois d'allure migraineuse qui peuvent accompagner, voire précéder aussi la constitution de cet infarctus. Cette céphalée peut précéder l'AIC de jours ou de semaines. La fréquence de la céphalée au cours d'un AIC est de 25%, donc ce n'est pas rare. Dans 10% des cas, l'AVC est précédé d'une céphalée qu'on dit sentinelle. La céphalée est de localisation plutôt frontale ou orbitaire, de manière ipsilatérale à la lésion dans le cas des AIC carotidiens. Alors, la céphalée est de localisation occipito-nucale dans les AIC d'origine vertébro-basilaire. Les signes et symptômes. Alors, de manière constante, il existe un œdème qui peut entraîner des modifications d'état de conscience. Dans le territoire carotidien, on peut retrouver, en fonction du territoire artériel atteint, les signes suivants. Donc, une hémiplégie complète, une hémiplégie à prédominance brachio-faciale, une hémiplégie à prédominance plutôt crurale. On peut avoir une hémiplégie aussi qu'on dit proportionnelle par atteinte de la capsule interne. Alors, parfois, paralysie du membre inférieur ou supérieur. On peut avoir une hémianesthésie, des troubles visuels, comme une hémialpsie latérale homonyme ou carrément une cécité monoculaire. On peut avoir une aphasie dans les lésions de l'hémisphère dominant. On peut avoir une anosognosie et une hémiasomatognosie dans les lésions de l'hémisphère mineur. On peut avoir des troubles de la vigilance en relation avec cet œdème cérébral. Alors, le territoire vertébro-basilaire, on peut retrouver en fonction du territoire artériel atteint les signes suivants. Alors, un syndrome vestibulaire, un syndrome cérébelleux, on peut avoir aussi une atteinte des nerfs crâniens avec une anesthésie faciale, une paralysie de l'hémipharynx, une diplopie et des déficits sensitifs ou moteurs qui pourraient être bilatérales. Alors, quelles sont les causes? Les facteurs de risque des AIC et des AIT. Alors, on a l'athérosclérose, on peut aussi avoir des causes cardiaques. On peut avoir une cardiopathie qui est emboligène. Avant 40 ans, il faut savoir que c'est la cause principale. On peut avoir un infarctus du myocarde, des endocardites, une prothèse valvulaire ou des cardiomyopathies. Les facteurs de risque sont l'hypertension artérielle, le tabac, l'hypercholestérolémie, le diabète. Et on peut aussi avoir la contraception orale, d'autant plus que la dose d'œstrogène est élevée et que la prise est associée à de l'hypertension, du tabac ou de l'hypercholestérolémie. Les accidents hémorragiques cérébraux. Alors, quelques généralités. Donc, il faut savoir que la cause principale des hémorragies cérébrales, c'est l'hypertension artérielle, ce qui explique sa survenue après plutôt 50 ans. Dans les cas typiques, le délai de début est brutal. On va avoir une céphalée qui va être accompagnée de vomissements, en même temps que se constituent de façon progressive et rapide des signes de localisation, comme on a vu précédemment, et on peut avoir aussi un trouble de la vigilance. La cause principale de l'hémorragie sous-arachnoïdienne, c'est la rupture d'anévrisme. Donc, on peut avoir des facteurs déclenchement, un effort physique, toux, défécation, coït. On peut avoir ainsi un début brutal avec des céphalées, des vomissements, des troubles de la vigilance, parfois même des signes de localisation neurologique. Alors, les causes. Pour l'hémorragie cérébrale, l'hypertension artérielle dans 70 à 80% des cas. Le mécanisme, c'est une rupture artérielle.
Dans les hémorragies sous-arachnoïdiennes, dans 85%, c'est une rupture d'anévrisme. Donc la rupture peut être précédée d'un accès de céphalée aiguë, hein, une céphalée qu'on appelle sentinelle, traduisant un saignement qui se ferait à minima.